Le mirage du confort, la cage aux barreaux de soie. Nous vivons dans une époque qui a commis une erreur de traduction fondamentale. Elle a confondu le soulagement avec la joie et le confort avec la liberté. Si vous ouvrez n'importe quel magazine, si vous parcourez les flux incessants de nos réseaux sociaux, la promesse est toujours la même. Achetez cet objet, atteignez ce palier financier, installez cette technologie et vous serez enfin libre de toute contrainte. On nous vend la liberté comme une absence de frottement, un monde où tout serait lisse, immédiat, sans effort. Mais ce que l'on ne nous dit jamais, c'est que le confort est un horizon qui recule à mesure que l'on avance, et surtout que ce confort est devenu la plus sophistiquée des prisons. Car si la prison d'autrefois avait des barreaux de fer et des murs de pierre, celle d'aujourd'hui a des barreaux de soie et des murs de divertissement. On ne cherche plus à s'en évader, on cherche à la décorer. Le mirage commence par une insidieuse substitution. Le système dans lequel nous baignons ne peut survivre que s'il nous maintient dans un état de manque perpétuel. Pour nous vendre du confort, il doit d'abord nous vendre de l'inconfort. Il nous fait croire que notre vie est incomplète sans ce gadget, que notre sécurité dépend de cette assurance, que notre valeur sociale est liée à cette marque. Nous passons alors le plus clair de notre temps, cette monnaie sacrée de la vie, à travailler pour acheter des solutions à des problèmes que nous n'aurions pas si nous n'étions pas enfermés dans ce cycle. C'est le paradoxe de l'homme moderne. Il s'épuise à gagner de l'argent pour s'offrir le luxe de se reposer de l'épuisement qu'il a subi pour gagner cet argent. La liberté monétaire que l'on nous fait miroiter n'est souvent qu'une laisse un peu plus longue. On peut aller plus loin, mais on reste attaché au piquet du rendement. Le vrai prix à payer pour sortir de ce mirage n'est pas de gagner plus, mais de désirer moins. C'est un acte de rébellion intérieure que de dire « ceci me suffit ». Il y a un coût caché au confort excessif, la perte de nos capacités fondamentales. La biologie nous enseigne que tout organe qui ne sert plus s'atrophie. Il en va de même pour l'esprit. À force de déléguer notre orientation aux algorithmes, notre mémoire aux moteurs de recherche et notre résistance aux moindres changements de température aux climatiseurs, nous sommes devenus des êtres d'une fragilité extrême. Le confort nous a volé notre antifragilité. Nous ne savons plus faire face à l'imprévu, à l'attente ou à la frustration. La moindre panne de réseau devient une tragédie existentielle. Pourquoi ? Parce que nous avons lié notre sentiment de liberté à des béquilles extérieures. Si les béquilles cassent, nous tombons. Le vrai bonheur ne peut pas dépendre d'un thermostat ou d'une connexion Wi-Fi. Il doit s'enraciner dans une force intérieure, capable de traverser les intempéries sans s'effondrer. Le prix à payer ici, c'est d'accepter volontairement l'inconfort. C'est s'exercer à la privation, non pas par masochisme, mais pour vérifier que notre joie est toujours là, même quand le confort disparaît. C'est ce que les stoïciens appelaient la pratique de la pauvreté, se mettre volontairement dans des conditions rudes pour réaliser que l'essentiel ne nous a pas quittés. On nous a fait croire que la liberté était une destination lointaine, un plus tard que l'on achète au prix de son maintenant. C'est le grand mensonge de la retraite ou du succès futur. Nous sacrifions nos années de vitalité, nos matins de lumière et nos soirs de tendresse sur l'autel d'une sécurité hypothétique. Payer le prix de la liberté, c'est comprendre que le temps est la seule monnaie qui a une valeur réelle, car c'est la seule qu'on ne peut pas accumuler. Chaque heure vendue pour une tâche qui ne nous fait pas grandir est une heure de liberté définitivement perdue. Le mirage du confort nous fait croire que nous accumulons des avoirs, alors que nous ne faisons qu'épuiser notre capital vie. La liberté commence au moment où l'on cesse de troquer son existence contre des objets. Elle commence quand on décide que notre temps n'est plus à vendre, ou du moins plus à n'importe quel prix. C'est une décision qui fait peur, car elle nous oblige à sortir du rang, à accepter peut-être moins de biens matériels pour plus de bien-être réel. Le confort est souvent confondu avec la sécurité. Nous pensons que si nous possédons assez, rien ne pourra nous arriver. Nous bâtissons des forteresses de contrats, de verrous et de garanties.
Mais cette sécurité est une illusion qui nous rend esclaves de nos propres possessions. Plus nous possédons de choses, plus nous sommes possédés par elles. Nous devons les entretenir, les protéger, les mettre à jour. Nous devenons les intendants de nos propres objets. Est-ce cela la liberté? Être le gardien d'un trésor qui nous empêche de dormir? La liberté authentique accepte la part d'insécurité inhérente à la vie. Elle sait que la seule sécurité réelle est notre capacité à rebondir, à créer, à aimer et à nous adapter. Le prix à payer ici, c'est d'accepter le renoncement au contrôle total. C'est d'accepter de naviguer sur une mer qui peut être agitée plutôt que de rester amarré dans un port tranquille mais sans horizon. Enfin, le mirage du confort utilise la consommation comme une drogue pour apaiser nos angoisses existentielles. Quand nous ressentons un vide, une tristesse ou une perte de sens, le système nous propose un remède immédiat, un achat. C'est le retail therapy, la thérapie par le shopping. Cela fonctionne quelques minutes, quelques heures plutôt. La nouveauté procure une décharge de dopamine qui masque la douleur. Mais comme toute drogue, la dose doit être augmentée sans cesse. Le prix de la liberté, c'est de refuser cette narcose, c'est accepter de ressentir le vide sans chercher à le remplir par un objet. C'est dans ce vide, justement, que la liberté peut enfin se manifester. Tant que nous sommes pleins de choses, il n'y a pas de place pour l'être. En vidant nos mains du superflu, nous permettons à notre esprit de respirer. C'est un dépouillement qui peut sembler cruel au début, mais qui est la condition sine qua non de la clarté. Le poids de la souveraineté, le vertige de la gouvernance de soi. Une fois que l'on a traversé le brouillard du mirage matériel, on se retrouve face à une réalité brute, presque glaciale. Nous sommes les seuls maîtres à bord. On nous a souvent présenté la souveraineté comme un couronnement, une marche triomphale vers un trône de liberté. Mais dans la réalité du quotidien, la souveraineté ressemble moins à une cérémonie qu'à une longue marche solitaire en haute montagne. C'est un poids. Un poids magnifique, certes, mais un poids qui exige des muscles que nous n'avons pas l'habitude d'entraîner. Le prix à payer pour cette liberté, c'est le renoncement définitif à l'excuse. C'est le passage de l'état de passager à celui de pilote, avec tout ce que cela implique de nuits blanches et de décisions difficiles. L'un des plus grands conforts de la vie ordinaire est la possibilité de blâmer. Quand les choses tournaient mal, notre premier réflexe est de chercher un coupable extérieur, l'économie, l'éducation que nous avons reçue, un patron injuste, un partenaire toxique ou même la fatalité. Blâmer est une stratégie de survie émotionnelle. Cela nous permet de dire « ce n'est pas ma faute » et donc « je ne peux rien y faire ». C'est une forme de démission qui nous offre en échange une tranquillité amère. Devenir souverain, c'est accepter que même si nous ne sommes pas responsables de tout ce qui nous arrive, nous sommes intégralement responsables de la manière dont nous y répondons. Le prix de la fin du blâme, c'est la perte du droit à la plainte. La conséquence est un face-à-face permanent avec nos propres manquements. C'est un vertige. Sans personne à pointer du doigt, le miroir devient notre seul interlocuteur. La liberté, c'est de réaliser que la clé de notre prison est à l'intérieur, mais c'est aussi la douleur de réaliser que nous l'avons tenue dans notre poche pendant toutes ces années sans oser nous en servir. Il existe une forme de solidarité dans le malheur partagé. Se retrouver entre personnes qui subissent la vie, qui se plaignent des mêmes structures, crée un sentiment d'appartenance puissant. C'est ce qu'on pourrait appeler la terre des victimes. C'est un endroit chaud, peuplé, où l'on se rassure mutuellement sur notre impuissance. Le prix de la souveraineté, c'est l'exil de cette terre. Quand vous décidez de reprendre les rênes, vous devenez soudainement étranger à ceux qui préfèrent rester dans la plainte. Votre liberté les dérange, car elle leur rappelle la leur qu'ils ont enterrée. En cessant d'être une victime, vous perdez la protection du groupe. Vous devenez celui qui fait des manières, celui qui se croit au-dessus. Mais la vérité est plus humble. Vous êtes simplement celui qui a décidé de ne plus mourir à petit feu dans le confort du ressentiment. Cet exil est le prix de la solitude du souverain.
Vous marchez désormais sur un sentier que vous devez tracer vous-même, sans les cartes préétablies par la culture du « c'est la faute des autres ». Être libre, ce n'est pas n'avoir aucune règle, c'est être capable de s'imposer ses propres lois. C'est ce que les Grecs appelaient l'autonomie, se donner à soi-même sa propre loi. La plupart d'entre nous vivons en hétéronomie. Nos lois nous viennent de l'extérieur, les attentes sociales, les tendances, les peurs familiales. La souveraineté exige que nous devenions les architectes de notre propre code éthique. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Où s'arrête mon compromis ? Quelles sont les valeurs pour lesquelles je suis prêt à perdre du confort ? Répondre à ces questions est un travail épuisant. Cela demande une introspection constante. Le prix, ici, c'est l'effort intellectuel et émotionnel de définir sa propre vérité au milieu d'un océan d'opinions contradictoires. C'est accepter de se tromper, de rectifier et de porter seul la responsabilité de ses erreurs de jugement. Un souverain ne peut pas dire « on m'avait dit que », il doit dire « j'ai cru que et j'avais tort ». Il y a une dignité immense dans le fait de porter sa propre vie. C'est la différence entre être une feuille morte poussée par le vent et être un arbre qui s'enracine là où il l'a décidé. Mais l'arbre doit affronter la tempête de face. La souveraineté nous oblige à regarder nos peurs sans détour. La peur de l'échec. Si je suis le seul maître, mon échec ne sera que le mien. La peur du vide. Si je ne suis plus défini par mes rôles sociaux ou mes possessions, qui suis-je vraiment ? La peur de l'incertitude. Suivre sa boussole intérieure ne garantit pas une destination ensoleillée, cela garantit simplement un chemin juste. Ce poids est quotidien. C'est la discipline de se lever chaque matin et de se demander « est-ce qu'aujourd'hui j'agis en tant que souverain ou en tant qu'esclave de mes habitudes ?» C'est une vigilance de chaque instant qui ne laisse aucun répit à la paresse de l'âme. Pourquoi accepter de payer un tel prix ? Pourquoi ne pas rester dans la douce torpeur de la servitude volontaire ? Parce que le bonheur du souverain, bien que plus rare et plus difficile à atteindre, est d'une intensité incomparable. C'est la joie de la concordance, c'est le sentiment de puissance, dans le sens de pouvoir faire, qui naît lorsque nos actes sont le prolongement exact de nos pensées. Quand on est souverain, on ne subit plus sa vie, on la célèbre. Même les épreuves prennent un sens, car elles deviennent le matériau avec lequel nous forgeons notre caractère. Le poids de la responsabilité se transforme en une solidité intérieure. On devient quelqu'un sur qui on peut compter, d'abord pour soi-même, puis pour les autres. La souveraineté nous rend maîtres de nous-mêmes, mais elle nous rend aussi visibles. On ne peut pas être souverain en restant caché dans le troupeau. Une fois que vous avez décidé de porter votre propre vie, vous réalisez que la plupart des liens qui vous unissaient aux autres étaient basés sur votre soumission commune. En vous redressant, vous brisez l'équilibre du groupe. Le prix de votre liberté personnelle devient alors celui de votre appartenance sociale. Vous commencez à vous demander « qui m'aime vraiment et qui aime seulement ma docilité ?» Le deuil de l'appartenance aveugle, le prix de la solitude fertile. Nous naissons avec une peur viscérale, logée au creux de notre cerveau archaïque, celle d'être exclus du clan. Pour nos ancêtres, l'exclusion signifiait la mort physique face aux prédateurs ou à la faim. Aujourd'hui, cette peur a muté. Elle ne menace plus notre survie biologique, mais elle paralyse notre esprit. Le prix de la liberté, c'est d'accepter de regarder cette peur dans les yeux et de faire le deuil de l'appartenance aveugle. Pour devenir vraiment soi-même, il faut accepter de n'être plus tout à fait l'un des leurs. C'est un passage étroit, un pont suspendu au-dessus du vide où l'on perd le soutien de la masse pour trouver la solidité de son propre sol. Dès l'enfance, on nous apprend à troquer notre authenticité contre de l'approbation. Sois sage, fais comme tout le monde, ne te fais pas remarquer. Nous avons appris à scanner les visages autour de nous pour y lire le signal de notre propre valeur. Si les autres sourient, nous existons. S'ils froncent les sourcils, nous tremblons. Cette quête de validation est le premier obstacle à la liberté.
Elle nous transforme en caméléons sociaux, capables d'adopter les opinions, les goûts et les colères de notre entourage, simplement pour ne pas se sentir isolés. Nous payons notre place dans le groupe avec des morceaux de notre soul. Le coût invisible, chaque fois que vous riez à une blague que vous trouvez cruelle, vous payez. La dette silencieuse, chaque fois que vous taisez votre vérité pour ne pas créer d'inconfort à table, vous payez. L'image, nous entretenons une façade pour que le groupe continue de nous accepter, mais cette façade finit par devenir plus épaisse que nous-mêmes. Le vrai bonheur commence quand on réalise que l'approbation de la foule est une monnaie dévaluée. Elle ne peut rien acheter de ce qui a vraiment de la valeur, la paix intérieure et le respect de soi. Inspiré par la sagesse de certains philosophes antiques et modernes, il faut comprendre que la liberté est indissociable du risque de déplaire. Si vous n'êtes jamais critiqué, si vous ne provoquez jamais de froncement de sourcils, c'est probablement que vous ne vivez pas votre propre vie, mais celle que l'on attend de vous. Le prix de la liberté, c'est d'accepter d'être mal compris. C'est d'accepter que des gens que vous estimez puissent vous juger, vous trouver bizarre, égoïste ou trop changé. Ce n'est pas une recherche de conflit, c'est une acceptation de la différence. La liberté commence au moment où vous cessez de vous définir par le regard de l'autre pour commencer à agir depuis votre propre centre. Ce deuil est douloureux, il ressemble à un arrachement. On perd le confort chaud et rassurant de la norme, on se retrouve parfois seul le samedi soir ou étranger lors des réunions de famille. Mais c'est dans cette solitude que se forge la véritable identité. Celui qui n'a pas peur de la solitude, c'est celui que l'on ne peut plus manipuler. Faire le deuil de l'appartenance aveugle ne signifie pas vivre en ermite pour le restant de ses jours. L'être humain reste un animal social, mais la nature de ces liens change radicalement. L'appartenance par nécessité nous lie pour nous rassurer, pour combler un vide. L'appartenance par résonance nous lie parce que nos valeurs et nos quêtes s'accordent. Le prix à payer est de traverser une période de vide social. Entre le moment où vous quittez les anciens cercles qui ne vous correspondent plus et celui où vous trouvez votre véritable famille d'âme, il y a souvent un désert. C'est l'épreuve du feu. Beaucoup font demi-tour ici, car le silence est trop lourd. Pourtant, c'est seulement quand on a accepté de ne plus appartenir à rien que l'on devient capable d'appartenir à tout. On ne cherche plus de complices de fuite, mais des compagnons de route. Le philosophe Martin Heidegger parlait du « on ». Le « on », c'est cette autorité diffuse et anonyme qui nous dicte comment penser, comment s'habiller, ce qui est important ou ce qui est ridicule. Sortir du « on » est l'acte de libération le plus radical. C'est reprendre possession de son langage et de ses jugements. Ce petit acte de résistance est le prix d'une dignité retrouvée. C'est cesser de déléguer sa pensée à la collectivité. La liberté, c'est le passage du « on » au « je ». Et ce « je » est au début fragile, comme un nouveau-né qui cligne les yeux à la lumière après avoir passé sa vie dans une grotte. Une fois le prix payé, une fois le deuil de l'approbation générale terminé, quelque chose de miraculeux se produit. Vous commencez à attirer des personnes qui, elles aussi, ont payé le prix. Ce sont des rencontres sans masque. On ne se demande plus « qu'est-ce que je dois dire pour qu'il m'apprécie ?» mais on partage simplement ce qui est là. Ce sont des relations qui ne demandent aucun effort de maintenance d'image. On peut être fatigué, on peut être triste, on peut être en doute. Le lien demeure, car il est basé sur l'être et non sur le paraître. Cette fraternité choisie est infiniment plus solide que n'importe quelle appartenance de naissance ou de circonstance. Elle est le fruit d'une sélection naturelle par l'authenticité. Vous découvrez que la solitude que vous craignez tant n'était que le vestibule d'une communion plus profonde. Mais cette communion authentique n'est possible que si vous apprenez d'abord à supporter votre propre présence. Pour beaucoup, la rupture avec le « on », avec le bruit social, laisse place à un silence assourdissant. On cherche alors désespérément à combler ce vide par n'importe quelle distraction. On fuit la solitude par peur de ce qu'elle pourrait nous dire. Pourtant, c'est dans cette chambre sourde, loin des applaudissements et des critiques, que se joue la partie la plus importante de notre vie.
Pour être libre face aux autres, il faut d'abord être libre face au vide. L'inconfort du silence, le seuil de la vérité. Notre monde a horreur du vide. Il le traite comme une anomalie, une panne technique, une erreur de parcours. Observez une file d'attente, un quai de gare, ou même les quelques secondes de transition entre deux activités. Dès que le silence s'installe, le réflexe est immédiat. On dégaine son téléphone comme une arme de défense massive contre le néant. On remplit l'espace, on injecte du bruit, de l'image, de l'information, n'importe quoi, pourvu que l'esprit ne reste pas seul avec lui-même. Le prix de la liberté, c'est d'accepter de briser cette addiction, c'est d'éteindre la machine à divertir et de se confronter à ce que nous fuyons tous, l'écho de notre propre intériorité. La dictature du remplissage est une gigantesque industrie de la distraction. Ce n'est pas un hasard. Un être humain qui ne s'arrête jamais est un être humain qui ne se pose pas de questions. Le bruit permanent agit comme une anesthésie locale. On nous sature de notifications pour nous éviter de ressentir le poids de notre propre existence. Payer le prix de la liberté, c'est refuser d'être une poubelle à donner. C'est décider que notre temps n'est pas une marchandise. Mais ce refus est coûteux. Au début, le silence n'est pas apaisant, il est terrifiant. Sans le bruit des autres pour nous dire qui nous sommes, nous nous sentons disparaître. Pourquoi le silence nous fait-il si peur? Parce qu'il agit comme un révélateur. Lorsque vous coupez le son du monde, tout ce que vous avez réussi à enfouir sous des couches d'activité commence à remonter à la surface. Les regrets, ces choix que l'on a faits par peur, les angoisses, ce sentiment diffus d'inutilité que l'on masque par l'agitation, les désirs inavoués, cette petite voix qui nous dit que nous ne sommes pas à notre place. Le silence est un miroir sans teint. Au début, on n'y voit que nos propres ombres. Payer le prix de la liberté, c'est accepter de rester assis dans cette pièce sombre, sans allumer la télévision, jusqu'à ce que nos yeux s'habituent à la pénombre. La liberté commence là où le divertissement s'arrête. Le mot divertissement vient du latin divertere, se détourner de. Se divertir, c'est littéralement se détourner de soi. En choisissant le silence, nous entamons un processus de décolonisation. Nous récupérons notre propre imaginaire. C'est une discipline de fer dans un monde de velours. C'est le prix du temps retrouvé. On nous dit souvent que le temps c'est de l'argent, mais c'est un mensonge de marchand. Le temps, c'est de la vie. Et la liberté, c'est de reprendre possession de ces heures pour qu'elles ne soient plus colonisées par les impératifs de rentabilité. Pour atteindre la liberté, il faut traverser la zone de l'ennui profond. L'ennui est aujourd'hui devenu un luxe, presque un acte de résistance. Pourtant, c'est le terreau de toute création véritable. Dans le silence et l'ennui, le cerveau change de régime. On passe de l'agitation, où l'esprit réclame sa dose de dopamine, à la frustration, puis enfin à la clarté. Soudain, le bruit mental s'apaise. Les pensées deviennent moins nombreuses, mais plus denses. Vous commencez à remarquer la lumière sur le mur, le rythme de votre respiration. Cette clarté est le premier cadeau de la liberté. Vous n'êtes plus une marionnette tirée par les fils des notifications. Vous êtes présent. Le prix du silence est récompensé par la découverte de la justesse. On ne peut pas savoir ce qui est juste pour soi si l'on n'entend que la voix des autres. La liberté, c'est enfin percevoir cette petite voix intérieure, celle qui ne crie pas. Cette voix est souvent très différente de celle que nous utilisons en public. Elle est plus lente, plus honnête. Elle nous dit ce qui nous nourrit vraiment et ce qui nous épuise. Mais entendre cette voix nous engage. C'est là que le prix devient concret. Une fois que vous avez entendu votre propre vérité dans le silence, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Le silence nous enlève l'excuse de l'ignorance. Dans ce silence, vous avez peut-être passé une ombre. C'est l'ombre de celui que vous prétendez être. Tant qu'il y avait du bruit, cette ombre se confondait avec la foule. Mais maintenant qu'il n'y a plus que vous et le mur, vous voyez la forme exacte de votre costume. Vous voyez les coutures de vos masques. Vous réalisez que vous avez passé des années à polir une image pour des gens qui eux-mêmes sont occupés à polir la leur. Le silence a fait tomber les décors du théâtre. Maintenant, il est temps de faire tomber les masques, car on ne peut pas respirer librement avec un visage de plâtre. Le renoncement au masque, la fin du théâtre social. Nous passons une partie vertigineuse de notre vie à jouer des rôles.
Dès que nous franchissons le seuil de notre porte, nous enfilons une armure invisible mais pesante, notre persona. C'est le moi que nous présentons au monde pour être accepté. Le prix de la liberté, c'est d'accepter de déposer ces masques au vestiaire et de faire face au monde avec notre visage nu. Ce renoncement est l'un des actes les plus radicaux, car maintenir un masque demande une énergie colossale que nous dépensons au détriment de notre propre vitalité. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue immense après une soirée sociale ? Cette fatigue n'est pas liée aux autres, elle est liée à l'effort de maintenance de l'image. Le masque professionnel, le masque du bon élève, le masque du rebelle ou de la résilience. Payer le prix de la liberté, c'est admettre que nous sommes épuisés par ce théâtre. C'est réaliser que nous avons construit une prison de verre où nous sommes à la fois le détenu et le gardien. Le coût de ce théâtre, c'est notre authenticité. À force de jouer le rôle, on finit par oublier qui est l'acteur. Au début, le masque nous protège, mais le drame survient quand il finit par coller à la peau. Lorsque les gens aiment votre masque, ils n'aiment pas vous. Cela crée la peur d'être découvert. On s'enferme alors dans une surenchère de perfection factice. Le prix de la liberté, c'est le courage de la vulnérabilité. C'est accepter d'être vu tel que l'on est. C'est un sacrifice immense pour l'ego, qui veut toujours paraître sous son meilleur jour, mais c'est le seul moyen de recevoir une reconnaissance qui s'adresse enfin à la bonne personne. Pourquoi est-ce si difficile ? Parce qu'en tombant le masque, on perd le contrôle. Tant que vous portez un masque, vous manipulez la perception des autres. En étant authentique, vous n'avez plus aucun levier sur l'opinion d'autrui. Vous devenez prévisible dans votre vérité, mais imprévisible pour le système social qui repose sur le compromis. Celui qui ne porte plus de masque devient dangereux, car il est inattaquable par la honte. On ne peut plus le faire chanter par le besoin de plaire. Il ne cherche plus à convaincre, il se contente d'être. Ce passage à la nudité sociale crée souvent un vide, car votre vérité renvoie aux autres le reflet de leur propre mensonge. Quand on cesse de vouloir être quelqu'un, on devient enfin soi-même, et c'est infiniment plus reposant. La liberté, c'est le soulagement de ne plus avoir d'histoire à raconter, de ne plus avoir à se souvenir de ce qu'on a dit à l'un ou montré à l'autre. La cohérence vient de l'intérieur. Dans cet état de renoncement, une nouvelle forme de beauté émerge, la présence d'un être qui n'a plus rien à cacher. C'est le regard de celui qui est en paix. L'effet secondaire merveilleux est que vous devenez incapable de juger les masques des autres. Vous voyez le théâtre social pour ce qu'il est, une tentative touchante d'êtres effrayés, de trouver de l'amour. Votre liberté devient une invitation. En étant simplement vous-même, vous créez un espace où les autres peuvent eux aussi respirer sans leur armure. La liberté n'est pas un isolement, c'est une nouvelle manière d'être au monde. Le renoncement au masque est le prix de la paix nerveuse. C'est le choix de la vérité sur le paraître. C'est accepter de perdre la partie dans le jeu du monde pour gagner la seule partie qui compte, celle de son intégrité. Le vrai bonheur ne peut pas fleurir sur un terreau de mensonges. Payer ce prix, c'est s'offrir le luxe suprême, celui de ne jamais avoir à s'excuser d'être qui l'on est. L'art de l'élagage. Se tenir face au monde sans masque demande une force nouvelle. On réalise vite que si l'on ne veut pas remettre son armure à la première critique, il faut construire une structure intérieure solide. La liberté sans règles se dissout dans le chaos. Pour rester nu et souverain, il faut une charpente. C'est ici que le prix change de nature. Il ne s'agit plus de lâcher quelque chose, mais de tenir quelque chose. C'est le passage de la libération à la discipline. Comme un sculpteur qui doit frapper avec précision pour faire sortir la forme, vous devez maintenant apprendre l'art de l'élagage volontaire. La discipline de l'essentiel. L'architecture invisible de la liberté. On imagine souvent la liberté comme une course folle dans un champ ouvert. Mais cette liberté-là est un mirage. Celui qui suit chacune de ses impulsions n'est pas libre, il est l'esclave de ses désirs changeants. La véritable liberté ne ressemble pas à une explosion, elle ressemble à une sculpture. Elle naît de ce que l'on retire. Le prix de la liberté, c'est une discipline intérieure rigoureuse. Non pas une discipline militaire subie, mais une règle que l'on se donne à soi-même par amour pour ce qui compte vraiment. C'est la capacité de se dire non pour pouvoir dire un oui monumental à l'essentiel.
Il y a une beauté profonde dans la structure. Sans les rives d'un fleuve, l'eau s'éparpille en marécages. Sans une forme de discipline, notre énergie vitale se disperse dans les distractions. Faire preuve de discipline, c'est se mettre à l'école de sa propre vie. Être libre, c'est avoir le courage de clôturer son propre jardin. C'est décider que tout n'a pas le droit d'entrer dans notre espace mental. Le prix à payer ici, c'est le renoncement à l'illusion du tout possible. C'est le deuil de toutes les versions de nous-mêmes que nous ne serons pas, afin d'incarner pleinement celle qui vibre en nous. Dans l'économie moderne, la ressource la plus précieuse est votre attention. Payer le prix de sa liberté, c'est refuser de laisser cette attention être pillée par des algorithmes. La discipline de l'essentiel commence par la reconquête de notre regard. C'est choisir le silence du matin, regarder un visage plutôt qu'un écran, finir une chose avant d'en commencer une autre. Chaque fois que nous reprenons le contrôle de notre attention, nous payons une dette envers notre souveraineté. C'est un effort, parfois épuisant, car le monde entier est configuré pour nous distraire. La distraction est une anesthésie. La liberté se mesure souvent à la qualité de nos refus. Dire non à une proposition sociale qui nous vide, dire non à la pression de l'urgence. Chaque non est un gardien qui protège notre oui intérieur. Sans discipline, nous sommes à la merci des priorités d'autrui. La discipline de l'essentiel nous demande de définir ce qui est sacré pour nous et de traiter ces moments avec la même rigueur qu'un rendez-vous avec un roi, car nous sommes les monarques de notre propre existence. Notre culture est obsédée par la nouveauté, mais la liberté ne se trouve pas dans l'accumulation d'expériences de surface, elle se trouve dans la profondeur. Payer le prix de la liberté, c'est accepter de rester longtemps sur la même tâche. C'est la discipline de l'artisan. Cette discipline est ingrate au début, car elle demande de traverser la phase d'ennui. L'ennui est le gardien de la porte. Si vous le fuyez, vous ne passerez jamais la porte. Si vous restez, il se transmute en une clarté limpide. La discipline ne doit pas être une volonté de faire qui finit par casser. Elle doit devenir un rituel, une suite d'habitudes qui ne demandent plus d'efforts. Les rituels sont les ancres qui nous empêchent de dériver. Le rituel de la marche, de l'écriture, du repas en pleine présence. Ces gestes créent un espace de sécurité intérieure. Ils nous rappellent qui nous sommes. La discipline de l'essentiel, c'est comprendre que la manière dont nous vivons nos mardis après-midi est la manière dont nous vivons notre vie. Il est crucial de comprendre que cette discipline n'est pas une tension nerveuse. La tension vient de la peur. L'effort juste vient de l'engagement. C'est l'économie de gestes du maître zen. En payant ce prix, on découvre une liberté inattendue, la liberté de ne plus avoir à lutter contre soi-même. Quand notre vie est alignée par une pratique quotidienne, la résistance disparaît, on ne force plus, on coule. On réalise que la règle n'était pas une limite, mais le socle sur lequel notre âme peut enfin se tenir debout et regarder l'horizon. Le grand lâcher-prise. Vous avez maintenant tout construit. Vous avez balayé le superflu, redressé votre dos, purifiez vos liens, apprivoisez le silence, révélez votre visage et structurez votre quotidien. Vous êtes devenu une œuvre d'art en devenir. Et pourtant, il reste un dernier prix, peut-être le plus mystérieux, celui de lâcher même cette image de celui qui a réussi son chemin. Car tant que vous vous accrochez à votre nouvelle identité de libéré, vous n'êtes pas encore libre. Il faut accepter que tout ce que vous avez bâti puisse être balayé par le vent de la vie. Il faut accepter de n'être rien du tout. C'est l'entrée dans la nuit la plus profonde, celle qui précède l'aube. La traversée du vide, l'épreuve du désert intérieur. Il arrive un moment où le sol se dérobe. Vous avez lâché les amarres, déposé les masques, cessé de chercher votre reflet chez les autres. Vous êtes sorti de l'agitation, mais vous n'êtes pas encore arrivé à la paix. C'est la zone grise, l'entre-deux-mondes. Le prix à payer ici n'est plus dans l'action, il est dans la patience absolue. C'est accepter de ne plus avoir de carte alors que le brouillard est à son comble. Dans notre vie d'avant, nous étions définis par nos mouvements. En arrêtant la machine, nous perdons nos points cardinaux. Le vide social, identitaire et temporel s'installe. Ce vide est terrifiant car il nous confronte à notre propre nudité. Payer le prix de la liberté, c'est accepter de grelotter un moment. C'est la phase du dépouillement où l'on réalise que l'on n'est pas seulement libéré de quelque chose, on est aussi libéré par rien.
C'est précisément ici que la tentation du retour est la plus forte. La cage commence à paraître confortable. Payer le prix, c'est tenir bon dans l'immobilité. C'est comprendre que ce vide n'est pas un gouffre, mais un espace qui se creuse pour accueillir quelque chose de plus vaste. C'est comme une terre en jachère. En apparence, il ne se passe rien, mais les nutriments se reconstituent. Pour traverser cette étape, il faut développer une vision nocturne, cesser de vouloir comprendre, habiter le corps, accueillir l'angoisse. L'angoisse est le signe que l'ego perd son contrôle. C'est une excellente nouvelle. Peu à peu, des intuitions émergent, une sensibilité nouvelle à la beauté simple. On commence à voir non plus ce qui manque, mais ce qui est. Nous parlons ici d'une confiance fondamentale dans le processus de la vie. La certitude que si l'on a été assez honnête pour tout quitter par besoin de justesse, la vie ne nous laissera pas tomber. Le prix de la liberté, c'est cette confiance aveugle. C'est un saut dans l'inconnu sans parachute. On finit par découvrir que le vide n'est pas vide, il est plein de potentiel. C'est le silence entre les notes qui permet à la musique d'exister. En payant le prix de cette traversée, nous nettoyons notre miroir intérieur. Toutes les scories de notre éducation sont lavées. Nous devenons poreux. C'est là que le vrai bonheur commence à poindre, comme une disponibilité. On se sent prêt. La vie peut enfin écrire sur une page blanche. La traversée du vide est le pont nécessaire. C'est une épreuve de patience qui nous dépouille de nos derniers oripeaux d'importance. Ne craignez pas ce vide, chérissez-le. Il est la preuve que vous avez réussi à vous libérer du superflu. Le désert est lointain, mais c'est le seul chemin vers la terre promise de votre propre essence. Une fois que vous aurez appris à habiter le vide sans trembler, vous réaliserez que vous êtes devenu invincible. Car celui qui n'a plus besoin de rien pour être lui-même possède la richesse que personne ne pourra jamais lui reprendre. Le premier rayon. Alors que vous étiez assis dans ce désert, sans plus rien attendre, une lumière nouvelle a commencé à poindre. Ce n'est pas la lumière crue des projecteurs du monde, c'est une lueur douce qui vient de l'intérieur. Vous n'avez plus besoin de courir, car vous êtes arrivé. Vous n'avez plus besoin de crier, car vous avez été entendu par vous-même. Le vide s'est transformé en plénitude sans que vous n'ayez rien fait d'autre que de rester présent. Vous entrez maintenant dans cet état que seuls ceux qui ont tout payé connaissent. La guerre est finie. La paix des braves. L'arrivée au sommet silencieux. Après avoir traversé le mirage du confort, porté le poids de sa souveraineté, fait le deuil des appartenances, affronté le silence, déposé les masques, imposé une discipline et survécu au vide, nous arrivons enfin sur une terre nouvelle. Ce que l'on trouve ici, c'est la paix des braves. C'est cet état de calme profond qui habite celui qui sait qu'il a payé le prix, qu'il ne doit plus rien à personne. C'est la fin de la grande guerre civile intérieure. La majeure partie de notre souffrance vient de la friction entre ce que nous sommes et ce que nous essayons d'être. La paix des braves commence quand cette lutte s'arrête. On ne négocie plus avec son intégrité, on accepte ses limites. La liberté, c'est cette transparence intérieure. Tout est aligné. Le prix payé est alors remboursé par une économie d'énergie psychique monumentale. On ne s'épuise plus à maintenir des barrages, on laisse le fleuve de la vie couler à travers soi. La liberté suprême, c'est de n'avoir rien à prouver, ne plus avoir besoin d'avoir raison, d'être admiré ou de réussir. Celui qui a traversé le vide sait que l'essentiel est invisible. Cette absence de besoin de validation est la seule véritable fortune. On peut alors posséder des choses sans être possédé par elles. L'argent n'est plus une fin, mais un outil, dépouillé de son pouvoir de définition de soi. Celui qui est libre n'est pas cynique. En payant le prix de sa libération, il développe une compassion immense pour ceux qui sont encore enchaînés. On ne regarde plus les autres comme des concurrents, mais comme des compagnons de voyage égarés.
La paix des braves nous donne une vision claire. On voit la beauté là où les autres voient de l'ordinaire. Cette paix n'est pas une indifférence, c'est une présence accrue. Parce que vous n'avez plus peur de perdre votre identité, vous pouvez enfin vous ouvrir aux autres de manière désintéressée. Vous n'aimez plus pour combler un vide. On pourrait croire que cette paix mène à l'inaction. C'est tout l'inverse. Libéré de l'angoisse du résultat, on devient capable d'un engagement total. On fait les choses parce qu'elles sont justes. Chaque acte devient une forme d'art. On agit depuis un lieu de plénitude. Et bizarrement, c'est souvent à ce moment-là que la vie nous apporte les réussites extérieures que nous poursuivions en vain auparavant. Mais elles ne peuvent plus nous corrompre. Dans la paix des braves, on ne cherche plus le bonheur. On a compris qu'il est une fumée qui s'élève d'une vie vécue avec justesse. Le vrai bonheur, c'est cette tranquillité souveraine. C'est le sentiment que si la vie devait s'arrêter là, elle aurait eu tout son sens. Que l'on n'a rien laissé d'essentiel sur le côté de la route par lâcheté. Le prix de la liberté était-il trop élevé? Pour celui qui est arrivé ici, la question ne se pose plus. Il a échangé du faux pour du vrai, du bruit pour de la musique et de la peur pour de l'amour. Épilogue, le retour au monde, les mains vides et le cœur plein. Nous voici arrivés au terme de cette exploration. Nous avons parcouru les paysages arides du renoncement et les sommets venteux de la responsabilité. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose en vous a reconnu le parfum de cette vérité. La liberté est un dépouillement, pas une accumulation. Peut-être ressentez-vous maintenant une forme de vertige. C'est normal. On ne sort pas indemne d'une remise en question de ses propres chaînes. On ne regarde plus son confort, ses relations ou son silence de la même manière. Vous avez compris que le prix de votre bonheur ne se trouve dans aucun compte bancaire, mais dans votre capacité à dire non au superflu pour protéger votre oui le plus sacré. Le voyage ne s'arrête pas ici. En réalité, il commence maintenant. Car la véritable épreuve de la liberté ne se joue pas dans la solitude de la réflexion, mais dans le bruit du quotidien. Comment allez-vous habiter votre souveraineté demain matin, face à votre patron, face à votre famille, face au miroir? La paix des braves, ce n'est pas l'absence de tempête, c'est la solidité de l'ancre. Vous avez désormais une boussole intérieure. Elle ne vous indiquera pas le chemin le plus facile, mais elle vous indiquera toujours le chemin le plus juste. Et dans cette justesse réside la seule forme de bonheur qui ne peut pas être corrompue par les aléas de l'existence. Ne vous précipitez pas pour tout changer en un jour. La liberté est une pratique, une discipline de chaque instant. Soyez patient avec vous-même. Le prix a été payé, le reste est une danse. Vous n'êtes plus un exilé, vous n'êtes plus un spectateur. Vous êtes le souverain d'un royaume qui n'a pas de frontières, parce qu'il se trouve partout où vous posez votre regard avec honnêteté. Marchez avec cette certitude. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui réussissent selon ses codes. Il a désespérément besoin de gens qui sont vivants, vraiment vivants, parce qu'ils ont osé payer le prix de leur propre lumière. Retournez maintenant à votre vie, mais faites-le avec la lenteur de celui qui n'a plus rien à prouver. Le silence est avec vous, la liberté est votre souffle, la paix est votre demeure. Merci d'avoir écouté, en me donnant de votre précieux temps. N'oubliez pas que vous êtes votre boussole intérieure. Faites-lui confiance. À bientôt pour une autre direction de notre boussole intérieure.